On se retrouve ici sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine pour les rendez-vous de l'agrivoltaïsme et on va parler d'un sujet de la prairie à la molécule. Comment l'agrivoltaïsme peut-il contribuer au carburant de demain ? Autour de la table pour en parler avec moi, Mathieu Dagron, vous êtes représentant d'AgriPV Solutions, et Olivier Fauché, vous êtes directeur de développement chez Verso Énergie. J'allais vous demander, agrivoltaïsme, une solution territoriale pour alimenter des filières Power to Liquid ou e-fuel. Ça veut dire quoi tout ça? C'est que l'agrivoltaïsme... Oui, ça reste de l'agrivoltaïsme et effectivement avec une évolution certaine en termes d'utilisation de l'électron. En termes d'utilisation de l'électron, on va beaucoup plus loin. C'est pas seulement produire de l'électricité pour envoyer dans le réseau, c'est idéalement sortir des subventions de l'État avec la CRE, avec les tarifs de rachat. C'est produire un électron le plus rentable possible, le plus bas en termes de prix, et derrière, dans un process industriel, transformer, utiliser, décarboner et à terme produire des énergies dont les carburants nouvelle génération, dont l'Europe nous demande effectivement de participer, par exemple dans l'aviation ou dans le maritime. C'est quoi ces carburants nouvelle génération en fait exactement? Alors c'est un pourcentage de nouveaux carburants biogéniques, donc issus de production verte, mélangés avec les kérosènes existants pour que, par exemple, les compagnies aériennes puissent réduire effectivement leur impact au point de vue carbone de façon générale. On fait de la décarbonation par de la production électrique. D'accord, donc c'est pas du carburant électrique en tant que tel? Non, on est bien d'accord. C'est pas un avion à pile, c'est pas l'électricité. Il y a une transformation de matériaux de production et de gaz pour répondre à un besoin spécifique. Alors, c'est l'Europe qui a lancé les éléments. Il y a un pourcentage minimum aujourd'hui pour répondre à cette demande de la part des compagnies aériennes, Air France ou d'autres, qui effectivement, dans leur kérosène, dans les avions, doivent diminuer au fur et à mesure la part d'énergie verte qui est annoncée, enfin mise dans les avions, pardon. Comment on dit? Je ne sais plus. J'ai perdu mon mot. Ce n'est pas grave, il va peut-être revenir. Et on va parler d'intégration un peu territoriale. Quel compromis il y a entre usage agricole, énergétique et industriel, Alors, Mathieu? Merci. Il faut voir que nous, notre point de vue, donc d'un point de vue agrivoltaïque, c'est de regarder ce qui arrive sur Terre. Donc ce qui arrive sur Terre, c'est 12 000, j'ai les petits chiffres, pas dire de bêtises, Oui. 12 000 mégawattheures par hectare par an. La photosynthèse va transformer environ 2 à 4% maximum cette énergie en matière vivante, qui derrière va potentiellement pouvoir être transformée en carburant. Donc ce qu'on appelle les agrocarburants. Aujourd'hui, vous avez par exemple pour la filière biométhanol, vous allez faire du blé. Ce blé va avoir une biomasse valorisée et va générer une énergie brute. On va perdre de l'énergie après dans le processus pour faire du carburant et à la fin, on va avoir donc une énergie qui reste. Pour le blé, pour le biodéthanol, vous avez à peu près sur les 12 000 mégawattheures de soleil de rayonnement que vous avez annuel, vous allez avoir 1 mégawattheure seulement qui va sortir en bioéthanol. Parce que c'est une transformation qui est très coûteuse en énergie. Sur le biodiesel, vous allez sortir 10. Donc le rendement est 10 fois plus important. Sur les cives d'hiver, donc les cultures intermédiaires valorisables en énergie, vous allez pouvoir faire de la méthanisation et donc du GPL derrière en carburant. Et là, vous êtes à 16. Donc on voit déjà de 1 à 16 entre le bioéthanol et la méta. Sur le maïs, alors là, c'est encore plus. On est à 60 mégawattheures par hectare et par an. Et après, si on veut comparer à l'agrivoltaïsme, on a un rendement qui est bien meilleur. On est de l'ordre de 20%, 22% aujourd'hui avec les panneaux solaires par rapport aux 2-3% de la photosynthèse. Donc on arrive à beaucoup plus d'énergie produite à l'hectare, avec toujours ce même rayonnement solaire. On est de l'ordre de 600 mégawattheures par an, donc 10 fois plus que la méthanisation. Pour donner une idée, tout ça sur un hectare cultivé. Et en fait, ce rendement, cette explosion du rendement, c'est lié à quoi finalement? C'est lié à la forme? Alors à la forme du panneau, alors il faut voir que le panneau lui a été conçu par des humains pour créer de l'énergie. C'est son seul but. La plante, elle, il y a des dizaines de milliers d'années, voire des millions d'années d'évolution, où la plante n'est pas là que pour servir à faire de l'agrocarburant, elle n'a pas été prévue pour ça. Elle est là pour nourrir les hommes, elle est là pour avoir son rôle dans la biodiversité, elle a plein de rôles la plante. Et donc le fait qu'elle n'ait que 2 à 3% de conversion, de taux de conversion de rendement pour faire de la matière au niveau de la photosynthèse, c'est normal que ce soit plus faible, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Vous nous parliez en mégawatts. Est-ce que vous avez un peu l'équivalent, vous savez, pour
les néophytes comme moi qui comprennent pas forcément ce que c'est qu'un mégawatt. Là, je vais vous dire des bêtises. Bon, mais c'est pas grave. En nombre de foyers. Non, après, ce que je peux vous dire, c'est que avec 1 mégawatt de bioéthanol, on fait 1600 km dans un véhicule à essence. D'accord. Avec, si on prend le maïs, là, avec le GPL, 65 mégawatts, donc toujours ce qu'on fait avec 1 hectare, hein, 1 hectare par an. Donc avec 1 an, sur 1 hectare de maïs, on peut faire 65 donc, mégawatts d'énergie. Et ça correspond à 115 000 km qu'on peut faire avec notre véhicule GPL. Donc vous avez 1 hectare de maïs, vous avez votre voiture GPL, vous pouvez faire 115 000 km avec par an. Si vous avez 1 hectare d'agrivoltaïsme, vous avez un véhicule électrique, et là vous pouvez faire 3,4 millions de kilomètres par an. Ça permet d'avoir un ordre d'idée quand même. Ça donne une idée en fait, parce que l'agrocarburant c'est plutôt une bonne idée, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Olivier, c'est-à-dire que l'agrocarburant au fur et à mesure il est venu non pas à 100%, quoi qu'il peut pour les agriculteurs, par exemple les tracteurs à 100%, mais sinon il est venu mettre 2%, puis 5%, puis 10% dans le diesel par exemple, ou pareil dans le samplon 95, on a fait le 5, le 10, avec un pourcentage de biocarburant. C'est plutôt une bonne chose, mais quand on compare avec l'électricité pure, le fait d'avoir une photosynthèse à l'entrée qui donne beaucoup moins de biocarburant, et ensuite d'avoir un moteur thermique qui lui a un rendement de 25-30%, si on compare avec un panneau solaire qui fait 10 fois plus d'électricité à l'hectare et qui derrière avec un moteur électrique a que 10% de perte, en fait l'électricité on va dire est plutôt faite pour le déplacement. Le seul sujet, et c'est là où il faut modérer quand même tout ça, c'est le stockage, donc la batterie et ainsi de suite. Parce que le carburant se stocke lui-même, contrairement à l'électricité. Exactement. J'allais vous dire, quels modèles économiques pour relier la production photovoltaïque en milieu rural et les filières moléculaires? Alors, pour faire simple, il y a tout un cheminement. On reste sur de la production photovoltaïque, principalement agrivoltaïque, comme le disait Mathieu, avec cette mixité, on garde une activité agricole principale, le photovoltaïque n'étant que complémentaire. Derrière, effectivement, on est obligé de transformer. La première transformation, c'est on répond à un besoin de consommation d'hydrogène des gros consommateurs, des usines, sur lequel l'électricité produite en photovoltaïque, avec un électrolyseur, transforme l'électricité en hydrogène. L'hydrogène est utilisé par des gros consommateurs industriels aujourd'hui. La distribution aujourd'hui sur des véhicules, on parle tous des véhicules hydrogène, coûterait beaucoup trop cher. Le dernier kilomètre coûte excessivement cher. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout possible à implanter au point de vue national, européen ou de façon générale. Donc on reste vraiment sur on produit, on transforme pour des gros industriels. Et pourquoi les gros industriels? Parce qu'ils ont besoin de l'hydrogène dans leur process. Et eux, derrière, produisent du CO2. Nous, le CO2, on le récupère. Comme il est issu d'une énergie verte, l'électricité photovoltaïque, il est considéré comme biogénique. Et c'est ce CO2 qu'on utilise pour le retransformer nouveau, pour créer du carburant derrière, avec cette partie biogénique de CO2. Donc il y a tout un process industriel qui, à terme, permet de distribuer, c'est des contrats d'approvisionnement qu'on passe avec des compagnies aériennes, de ce carburant nouvelle génération qui rentrera dans la consommation et qui, au fur et à mesure, l'Europe veut faire augmenter dans les pourcentages de carburant dans des avions. Et il y en a déjà dans les avions? Aujourd'hui, très peu. Mais il y en a, oui, parce qu'il y a d'autres pays d'Europe qui produisent déjà de l'hydrogène en site industriel. Alors, c'est plus en Finlande ou dans d'autres pays. La France, c'est relativement récent. Les projets que l'on a chez Verso Énergie, même si on est relativement en avance, ne seront des projets qui sont effectifs en termes industriels que dans 5, 6, 7 ans. Il y a les notions administratives, les notions financières, bien évidemment, qui doivent se mettre en place. Mais oui, ça existe aujourd'hui. Mais alors, c'est des pourcentages minimes. Je crois qu'il doit y avoir 2 producteurs ou 3 producteurs dans le monde d'hydrogène qui sont dédiés au carburant. D'accord. D'où cette opportunité pour des entreprises françaises de pouvoir le faire sur le territoire français et Verso Énergie en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine, où on a 2 projets dans notre jolie région, en Haute-Vienne ou dans les Landes, qui seront effectivement en production d'hydrogène. Et donc la France est en avance, elle prend le train en route Je pense qu'on prend plus le train en route qu'autre chose. On n'est pas porteur. Par contre, on est vraiment porteur d'innovation et de décisions qui font avancer le sujet. Alors bien sûr, ça se traite au niveau européen, au point de vue des lois. Mais effectivement, il y a une vraie opportunité pour des sociétés alors, ça commence à généraliser un petit peu comme les data centers, de parler d'hydrogène. Il n'y aura pas non plus moult producteurs, il n'y aura pas 200 producteurs d'hydrogène en France. Ça reste des grosses industries très onéreuses, très complexes à monter, mais effectivement, je pense que la France a une vraie partie à jouer là-dedans. Effectivement. Est-ce qu'on peut imaginer des coopérations entre agriculteurs, développeurs agri-photovoltaïques et industriels
de ces nouveaux carburants. Qu'est-ce que Mathieu? Oui, en termes de coopération, déjà l'agrivoltaïsme, ce que je disais tout à l'heure, contrairement au maïs ou au blé pour le bioéthanol, sur la partie carburant et donc mobilité, l'agrivoltaïsme ne remplace pas la production agricole. Elle vient en complément. L'agrivoltaïsme, par définition, dans les règles, a le premier principe pour nous, celui qui est le plus important, 90% minimum de maintien du rendement agricole avant de mettre les panneaux. Donc, il n'y a pas d'impact théorique et l'idée, c'est même de tendre vers les 100%. Pourquoi? Parce que la deuxième condition, c'est d'avoir ce qu'on appelle un revenu durable. Le revenu durable, la dernière instruction ministérielle de février 2025 a bien dit que c'était l'excédent brut d'exploitation, le BE de l'exploitation agricole, qui doit être maintenu. Donc il doit être égal. Donc c'est là aussi où on se dit que la baisse de rendement qui est autorisée, pourquoi pas, mais comment faire pour avoir une baisse de rendement de 10% et garder un EBE égal? Ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est qu'il faut réussir à mettre juste la bonne quantité de panneaux pour que ça n'impacte quasiment pas le revenu agricole et la production agricole. Donc c'est là où en fait il y a un accord en fait à passer pour que l'agriculteur fasse en sorte qu'il puisse mettre, on va dire, à disposition des énergéticiens des parcelles qui soient compatibles avec le fait de mettre des panneaux légèrement orientés sud, plutôt plates si possible, avec une forme en fait plutôt assez massive, hein, plutôt qu'avoir une forme tout en longueur, il faut plutôt un carré ou un rectangle, si possible pas de forêt juste à côté pour l'ombre. Et de l'autre côté, l'industriel va permettre de générer un revenu complémentaire aux agriculteurs, sans dégrader les rendements agricoles, et donc en choisissant la bonne implantation de panneaux, parce qu'il y a plusieurs possibilités, la bonne densité de panneaux, pour pas. Et des fois, il vaut mieux avoir un petit peu moins de rendement électrique, mais être sûr que le rendement agricole soit toujours là. Donc on a le droit d'aller potentiellement jusqu'à 40% là, de densité de panneaux. L'idée, c'est peut-être plutôt à des moments à l'industriel de se dire bon, ben, je vais m'arrêter à 25, je vais m'arrêter à 30, je vais m'arrêter à 32, parce que ça permet à l'agriculteur de contenir son travail, de maintenir son travail habituel. Vous vouliez peut-être rajouter un truc sur ce point? Oui, qui va dans le sens de ce que dit Mathieu. C'est effectivement aux développeurs, mais avec les exploitants agricoles, de réfléchir au bon système à installer, alors qu'il soit rentable forcément au point de vue financier pour nous, le montage des projets, mais qui correspondent à une réelle exploitation. Que ce soit des tournières pour laisser les véhicules se retourner, que ce soit par rapport à l'activité agricole. Donc il y a une vraie réflexion sur comment j'exploite avec des panneaux dans mes champs, et effectivement comment derrière on confirme que derrière il n'y a pas de modification des rendements. Donc c'est vraiment un travail en commun, un travail d'analyse en commun, de dire c'est faisable. Avec aussi le fait des fois de dire c'est pas faisable parce qu'il y a d'autres contraintes dans notre métier de développeur qui fait que le projet agrivoltaïque ne peut pas être viable parce que les distances de raccordement au réseau public, parce que effectivement la proximité par rapport aux riverains. Donc il y a plein de choses à en prendre en compte. Mais aujourd'hui, je suis persuadé comme Mathieu qu'on peut trouver le bon équilibre sans forcément aller à 40% de couverture, mais avec un peu plus de surface couverte, mais beaucoup moins de panneaux, beaucoup plus aéré, laisser l'activité agricole se faire dans de bonnes conditions, sans que ça soit une contrainte pour les exploitants. Faut réfléchir qu'un projet photovoltaïque, il est là pour 30 ans, installé au sol. Donc effectivement, pendant 30 ans, il y a plein de choses qui peuvent évoluer dans le milieu agricole. Il faut réfléchir à des rotations dans certains cas, mais aussi peut-être des fois des changements d'activité. Et on se doit de garder une activité agricole. Donc c'est un vrai partenariat. Un vrai partenariat, effectivement. Donc, si j'ai bien compris, en résumé, l'agrivoltaïsme contribue au carburant de demain. Oui, complètement. Complètement. Ça sera un acteur principal, effectivement, de cette possibilité de développer des carburants. Alors, idéalement, les carburants aujourd'hui sont limités dans des activités industrielles très spécifiques. Je pense que demain, il y aura une réflexion quand même beaucoup plus généralisée. On a parlé des bus à l'hydrogène, on a parlé des véhicules à l'hydrogène, qui seront aussi une solution, en plus des carburants aujourd'hui gaz ou véhicules électriques, qui seront pour la mobilité de tous en France ou ailleurs. Oui, parce vous nous parliez de l'aviation, du maritime, mais il y a d'autres secteurs qui peuvent être... Ah oui, bien sûr le transport, qui est aussi un sujet. Alors, est-ce que les camions demain seront à pile électrique ou effectivement hydrogène ou gaz? Le milieu agricole aussi se penche sur le sujet. Oui. Toutes les instances agricoles, on est en réflexion. Pour l'instant, ce n'est pas encore défini, mais demain, nos tracteurs tourneront avec d'autres types de carburants ou d'autres types d'énergie. Il y a une vraie connexion, une vraie symbiose avec le milieu agricole dans tout le process d'exploitation, de production et de consommation des nouvelles énergies. Effectivement. Vous vouliez rajouter peut-être un petit point également, Mathieu, là-dessus, sur ce sujet, sur
l'implication des agriculteurs sur ces carburants de demain. Oui, l'implication des agriculteurs. Les agriculteurs connaissent déjà les notions d'agrocarburant. Eux-mêmes font tourner leurs tracteurs souvent au colza depuis des années. Alors les injections directes et les générations de moteurs ont des fois un peu complexifié le fait de travailler avec son propre carburant. Moi je me souviens, il y a quelques années en région toulousaine, les agriculteurs avaient du colza, derrière ils le filtraient eux-mêmes, ils avaient des stockages de 1 mètre cube, là, les petites cuves blanches sur palette, et puis derrière ils le mettaient direct dans le tracteur, parce que les injections indirectes en diesel le permettaient. Oui. Maintenant c'est un peu plus technique, il y a des réchauffeurs, il y a tout ça, mais voilà, je pense que les agriculteurs ont toujours été à la pointe sur ces histoires de carburant. Parce que c'est vrai que brûler du diesel avec des taxes quand on est dans son champ, c'est dommage. Et ils vont continuer à l'être. Ils vont continuer à l'être. Est-ce qu'il y aura des piles dans les tracteurs qui fonctionnent en électricité? Ce sera un biocarburant d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. C'est vrai que là, pour revenir sur les carburants aviation, pourquoi l'aviation? C'est parce que c'est quelque chose qui doit rester léger et le carburant aujourd'hui est un carburant liquide est quand même un très bon compromis sur la quantité d'énergie disponible avec le poids. Une voiture, on peut se permettre de lui mettre des batteries lourdes. Un tracteur, potentiellement, on peut se permettre de lui mettre des batteries lourdes. Sur un avion, ça va être plus compliqué. Parce que si on ne peut plus mettre de bagages dans l'avion, ce qui est déjà trop lourd au décollage, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que c'est peut-être eux qui vont monter la voie avec les carburants de demain. Mais voilà, nous on reste, voilà, je rappelle juste la stat de tout à l'heure. L'intérêt du panneau solaire, c'est qu'il génère de l'électricité. Il faut réussir à la stocker, ça va être le grand sujet. Mais derrière, si on met un moteur électrique, que ce soit un moteur électrique dans une maison, un moteur électrique dans une voiture ou autre, on a des rendements qui sont phénoménaux avec très peu de pertes. Et donc c'est là aussi qu'il y a une efficience à trouver pour perdre le moins d'énergie, que ce soit de l'énergie liquide ou l'énergie électrique. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce point. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle émission très rapidement.